Buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de comenzar esta serie de charlas, de diálogos en antropología visual. En esta ocasión estamos con la doctora Emmanuelle Dufour. Emmanuelle nos está visitando de Quebec, de Canadá. Ella tiene una maestría en antropología por la Universidad de Montreal y tiene un doctorado en educación por las artes de la Universidad Concordia. Su investigación co-creación doctoral está articulada en torno a las relaciones entre las poblaciones indígenas y no indígenas de Quebec y está publicada en forma de un cómic para el público en general y le ha valido numerosas distinciones, incluida la Medalla de Oro del Gobernador General de Canadá y el Premio de Distinción en Historia Oral. Actualmente tiene una posición postdoctoral en el Centro Interuniversitario de Estudios y de Investigación de los pueblos indígenas en Canadá, en Quebec, y es facilitadora gráfica, asesora educativa, consultora y conferencista, y continúa su trabajo colaborativo con grupos de diferentes pueblos indígenas al servicio del diálogo intercultural. Emmanuelle está aquí gracias a la colaboración de la Embajada de Canadá, y nada, sin más preámbulo, les dejo con Emmanuelle, que nos va a presentar su trabajo Co-creación investigativa, reflexividad y metodologías de investigación indígena. Entonces ella va a hablar en francés, va a haber una traducción y después de un periodo vamos a abrir la mesa para preguntas, comentarios y que sea una cosa mucho más dialógica y más de intercambio entre todos nosotros. Bueno, sin más, Emmanuelle, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias para recibirme. Alors, je vais parler français pour cette conférence. Ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous. Je vous remercie. Je suis aussi très heureuse de découvrir qu'il existe un programme comme le vôtre de maîtrise en anthropologie visuelle ici au Pérou. Primero que nada, muchas gracias. Voy a hablar en francés ahora. Estoy muy feliz de estar aquí, les agradezco por tenerme y estoy muy satisfecha de ver que también hay una maestría en antropología visual aquí en el Perú. Parce que, comme vous allez voir, je vais vous parler un peu de mon processus lors de la présentation. Mais chez nous, au Québec, s'il y a déjà eu un intérêt pour l'anthropologie visuelle, c'est un intérêt qui s'est un peu perdu en cours de route et qui commence à peine à se remanifester dans nos universités. Sí, porque como lo vamos a ver, yo les voy a hablar un poco del proceso y ese proceso se perdió un poco el interés del mismo en Quebec y poco a poco se está retomando nuevamente este interés, es lo que vamos a hablar ahora. Alors, j'ai l'impression que par ma visite, je vais autant apprendre que, j'espère vous apprendre quelque chose, mais moi, déjà, juste le fait d'avoir la chance de vous visiter, je vais retourner au Québec, au Canada, avec plein de nouveaux apprentissages par rapport à ce qui est fait ici. Yo estoy segura que voy a tratar de enseñarles algo, pero yo con esta venida estoy aprendiendo muchísimo y estoy segura que me voy a llevar a Quebec muchos aprendizajes de todo lo vivido aquí. Alors, on s'est déjà un peu présenté. Donc, comme vous savez, comme on l'a dit, j'ai une formation en anthropologie. Pour pouvoir réaliser mon projet doctoral en éducation, en recherche-création, nous appelons la recherche-création, j'ai dû quitter l'anthropologie pour aller dans un programme d'éducation par les arts à l'Université Concordia. Ya me presentaron un poco y yo empecé en la antropología, pero para mi proyecto doctoral yo tuve que dejar de lado un poco la antropología y dedicarme a lo que se llama la investigación-creación en la Universidad de Concordia. Donc, mon intérêt premier en anthropologie, c'était la sécurisation culturelle des étudiants autochtones du Québec. Puis par la suite, je me suis intéressée un peu, comme on a dit un peu plus tôt, à la question des relations entre les peuples autochtones et non autochtones. Al inicio, en antropología, yo me interesé más sobre lo que se denomina la segurización cultural de los estudiantes indígenas o originarios de Quebec. Au départ, c'était la sécurisation culturelle et par la suite, c'était les relations. Les relations culturelles. Y luego se convirtió en lo que eran las relaciones culturales entre los estudiantes. Peut-être d'emblée, comme vous allez entendre souvent le mot autochtone, je vais peut-être vous expliquer qu'au Québec, au Canada, en fait, la Constitution du Canada reconnaît 3 peuples autochtones, 3 groupes autochtones, si vous voulez. On parle des Premières Nations,
on parle du peuple métis et du peuple inuit. Et que tous ceux-là s'appellent les peuples autochtones. C'est vraiment inscrit dans la Constitution. Vamos a escuchar mucho el término autóctono, que es originario, como lo traduciríamos nosotros. Y en Quebec está inscrito en la Constitución los 3 pueblos originarios que tenemos. Tenemos las primeras naciones, luego vienen los pueblos mestizos y luego los inuit. Esos son los 3 pueblos originarios que están inscritos en la Constitución. En la Constitución de Canadá, porque en Québec solamente hay el pueblo inuit y las primeras naciones. Je voulais juste ajouter ça. Et dans les Premières Nations, nous avons 10 peuples distincts avec leur langue propre, leur culture propre, leur façon de faire très différente, qui sont répartis dans une 50aine de communautés, avec la majorité des personnes autochtones qui habitent dans les villes. Y dentro de las primeras naciones tenemos a 10 grupos que tienen sus propias lenguas, sus propias costumbres y viven dentro de las ciudades también. Donc, c'est assez différent. Je voulais clarifier ici parce qu'on a eu une conversation avant de commencer sur, finalement, la question autochtone ici qui est vraiment très différente, ne serait-ce que numériquement, puisqu'au Canada, on parle de 2 % de la population. Donc, suite à la colonisation, on a connu des grandes maladies, des mesures génocidaires. Maintenant, on parle d'un génocide qui s'est passé au Canada, donc qui a vraiment fait baisser beaucoup la population. Sí, y yo quería hacer esta salvedad porque es muy distinta a la situación que tienen ustedes aquí, es muy variada. Nosotros, los pueblos autóctonos, representan el 2% de la población y actualmente esta población se redujo mucho por grandes enfermedades que hubo, pero también por grandes episodios de genocidio, como ahora se les denomina. Et c'est important aussi de nommer que je ne suis pas autochtone, je suis québécoise francophone et je travaille depuis une 15aine d'années avec les peuples autochtones, comme je vais vous montrer à l'instant. Y es importante señalar también que yo no soy autóctona, no soy originaria, yo soy quebequense, francohablante y desde hace 15 años que me dedico a esto. Juste pour terminer la présentation, j'enseigne à l'Université du Québec à Montréal dans un programme qui est spécialement dédié à la production audiovisuelle autochtone, les films, les livres, la littérature, la bande dessinée. Donc, c'est vraiment comme un programme d'anthropologie, mais au lieu de lire des textes scientifiques écrits par des anthropologues, on essaie principalement de baser nos études sur les produits culturels créés par les personnes autochtones. Y nosotros trabajamos en todo lo que es la producción audiovisual de material autóctono a través de películas, libros, documentarios, es decir, toda nuestra base de estudios se basa en la creación autóctona. Donc, je ne vais pas insister sur ça, mais je travaille depuis 15 ans. En ayant commencé mes études en anthropologie, je me suis mis à commencer à travailler aussi dans la question de l'éducation autochtone, qui est au Canada, on retrouve des services spécifiques dans plusieurs institutions pour les étudiants autochtones, pour offrir une certaine sécurité à l'intérieur de l'université, parce qu'on reconnaît que dans notre histoire, et sans rentrer dans les détails, l'éducation a été une arme de destruction massive pour les peuples autochtones, mais que l'éducation peut être aussi une arme ou un outil de réappropriation. Yo desde hace 15 años que me dedico a la antropología y a la educación autóctona, ofreciendo sobre todo en la universidad servicios específicos para darle seguridad a los estudiantes, porque la educación se ha utilizado como arma de destrucción masiva, pero ahora también se está utilizando como una arma para brindarles seguridad. Je travaille beaucoup avec la bande dessinée, donc juste peut-être à main levée, est-ce que certains et certaines d'entre vous lisez des romans graphiques ou de la bande dessinée? Yo trabajo mucho con las tiras cómicas y quería saber si ustedes leen este tipo de producto de tiras cómicas o cómics o cómo las llamamos. Ok, quand même. Okay. Donc, je m'en sers non seulement comme un outil pour diffuser les résultats de recherche, souvent en un processus de co-création, mais je m'en sers également comme un outil de production de données de recherche, donc au centre de la recherche. Es una herramienta que yo utilizo no solamente para mostrar los resultados de una investigación, sino también como herramienta en el proceso de investigación.
Donc, vous voyez ici à gauche, c'est en fait la bande dessinée que j'ai réalisée dans le cadre de mon projet doctoral dont on parlait. En fait, c'est la même bande dessinée ici. Aquí a la izquierda pueden ver, es la tira cómica que yo preparé para mis estudios de doctorado. Aquí la pueden ver. Je vais vous en parler un peu plus tard. Mais pour donner d'autres exemples, on a ici un autre, par exemple, une bande dessinée qu'on a réalisée en co-création avec une communauté Anishinaabe, ou une communauté de Premières Nations du lac Simon, dans laquelle on a fait une recherche pour réécrire, retracer leur histoire à leur demande pour pouvoir s'adresser finalement à un public plus jeune. Ça, c'est une bande dessinée jeunesse, la deuxième. En esta del medio donde dice ODB, ustedes pueden ver que trabajamos con el pueblo de la primera nación que se llama los Anishinaabe del lago Simón, y fue a su pedido que hicimos este trabajo para recrear su propia historia. On travaille également des projets plus courts qui ne sont pas nécessairement de la bande dessinée, mais qui utilisent le dessin au centre, beaucoup en collaboration encore, presque toujours en co-création avec les Premières Nations. Donc, Aquí tenemos otros proyectos más cortos que no necesariamente son una tira cómica completa, pero que también hemos trabajado en el modo de co-creación con las primeras naciones. Par exemple, on a l'exemple ici de la série de cartes postales qui a été réalisée avec la chaire des jeunesses autochtones, qui a été envoyée à tous les chercheurs qui travaillent avec les jeunesses autochtones, et ça a été co-créé avec les personnes, avec les groupes de jeunes autochtones qui demandaient, qui identifiaient les comportements et les attitudes qu'ils souhaitaient que les chercheurs aient quand ils se rendent chez eux dans la communauté. Aquí tenemos, por ejemplo, es un conjunto de tarjetas postales que hemos trabajado de manera co-creativa con los grupos de jóvenes autóctonos. Esto era para la cátedra de la red de jóvenes autóctonos, la CRJA, sobre las actitudes que ellos deseaban que los investigadores adoptasen cuando fueran a trabajar con ellos. C'est des documents qui demandent un peu plus de temps, ça demande d'examiner la carte postale, d'essayer de comprendre c'est quoi les messages qui sont passés à travers la facilitation graphique, mais chacun des choix d'illustration, de qu'est-ce qu'on illustre, dans quelle position, quelle couleur, de quelle façon, a vraiment été décidé par les personnes autochtones elles-mêmes. Y en este tipo de mensajes nos toman bastante tiempo, pero nosotros nos hemos dedicado mucho a trabajar con ellos toda la parte de la facilitación gráfica, porque con ellos se definieron los colores, el cómo teníamos que dibujarlo, qué teníamos que dibujarlo, etcétera. Eso. Hay que tomar tiempo para navegar en estas cartas, para leerla, porque no está escrita, pero dice mucho en imágenes. Pour les autres, en fait, c'est des exemples que je ne vais pas m'attarder, mais c'est des exemples, par exemple, on travaille sur la compréhension du colonialisme québécois. Ce qui est spécial, c'est que comme le Québec a été colonisé, ou les francophones, franco-canadiens ont été colonisés par la couronne britannique, le Québec a du mal à reconnaître que nous sommes également un peuple colonisateur parce que nous avons colonisé les Premières Nations. Donc, ça, un autre projet qui parle un petit peu de ça sur la forme d'un jeu, un game board. Este documento, del cual no vamos a hablar mucho, no me voy a tardar en esto, es un trabajo que hicimos sobre el proceso de colonialismo en Quebec, porque nosotros también hemos sido colonizados por la corona inglesa, británica, pero a su vez nosotros mismos hemos sido colonizadores de esos pueblos. Entonces con eso hemos visto todo este proceso, lo hemos trabajado. Puis, dernier détail, je travaille également à accompagner des professeurs à l'université ou des groupes autochtones qui souhaitent, comme l'exemple de DB que vous avez vu, utiliser la bande dessinée parce que je vous dirais que c'est un médium qui gagne beaucoup d'importance au Québec, tant dans les groupes autochtones qu'au niveau de la population en général, l'utilisation de la bande dessinée et du dessin pour transmettre des idées. Y yo trabajo mucho con docentes y con estudiantes en Quebec porque este formato de las tiras cómicas está teniendo bastante auge, así como este que les hablé del ODB, está teniendo bastante auge tanto en los estudiantes como en los profesores para poder ver todos estos procesos.
Puis peut-être vous dire, quand je vous dis que ça gagne l'importance, mon idée première, mais j'y reviendrai, mon idée première quand j'ai commencé mon travail doctoral, c'était de trouver, comme je pense que c'est probablement la même raison que vous, un médium qui permettrait un peu de descendre de la tour d'ivoire de l'Académie et s'adresser au plus grand nombre. Comme on parlait des relations entre les peuples autochtones et allochtones, donc une question qui intéresse tout le monde, je voulais trouver un médium qui soit plus accessible à la population en général. Y me parece que es lo mismo que puede suceder aquí, que a través de este medio estamos buscando bajarnos un poco de esta torre de marfil que es la academia, el ámbito universitario, para alcanzar a un mayor número de personas. Parce que je vous parlais de la sécurité culturelle. Évidemment, l'université a beau travailler finalement à rendre une meilleure sécurité pour ses étudiants. Si on ne travaille pas en dehors des murs, comme l'université est une institution poreuse, qui est traversée par des gens qui sont formés dans la population, bon, ils ne gagnent pas, on n'avance pas en question de rencontre. Sobre todo porque nosotros lo que queremos es trabajar en la seguridad cultural de los estudiantes, porque la universidad es una institución porosa, obviamente, las cosas salen y entran, ¿no? Entonces el objetivo era ese. Y queremos también que la gente que van a la universidad, que enseñan a la universidad, que actúan con los estudiantes afuera de la universidad, también se sienten involucrados en el proceso. Et tout ça pour dire que finalement, je me disais, ben, si je veux trouver un médium qui ne sera pas lu seulement par les chercheurs qui travaillent sur la même question que moi, le petit texte scientifique qui est lu par très peu, finalement, qu'on reste en conversation close, ben, je pourrais utiliser un médium comme la bande dessinée. Et la raison que j'ai choisi la bande dessinée plutôt que les films, parce que j'ai étudié en film, en fait, c'était pour la facilité, pour le très peu de technique qui est nécessaire et la liberté que ça m'apportait. Sí, justamente yo quería utilizar un medio que me permita salir del texto científico, que es bastante restringido, es un pequeño artículo que se lee solamente en pequeños círculos restringidos. Entonces yo quise utilizar la tira cómica en vez de utilizar la película, porque yo también he trabajado con película, pero sobre todo por tener esta facilidad de poder difundirlo. Le but n'était pas de créer une œuvre d'art, mais de développer un langage accessible qui peut aller chercher des zones différentes qui ne sont pas nécessairement accessibles par le discours argumentatif scientifique. La idea no era crear una obra de arte, sino simplemente crear un lenguaje que sea accesible para que salga del ámbito científico. Donc, en ce moment, je travaille aussi sur une bande dessinée en collaboration avec un politicologue qui s'intéresse au mouvement de mobilisation des jeunes à travers le monde, à travers les époques, et qui culmine un peu sur la grève du climat là, qui est en cours en ce moment. Y actualmente estoy trabajando también una tira cómica con un politólogo que está estudiando la movilización de los jóvenes a través del tiempo, y ahora justamente estamos trabajando en todo lo que es la movilización por el clima. Donc, pour entrer un peu plus dans la question de « C'est le Québec qui est dans mon pays », comme vous, comme j'ai compris, mon projet doctoral était vraiment articulé, le cœur du projet était vraiment articulé autour de la bande dessinée, mais j'avais également un document accompagnateur du même tamaño, la même grosseur, la même importance finalement, qui permettait d'occasionner non seulement une réflexion sur la réflexivité, mais aussi d'occasionner un deuxième cycle d'analyse. Sí, para hablarles un poco de mi proyecto doctoral, que es el Quebec que nació en mi país. Primero, el corazón de mi tira cómica está acompañado de un documento que va de la mano, que es muy importante porque nos aporta este segundo ciclo de análisis para el trabajo. Puis comme moi, ce que j'ai utilisé, c'est ce qu'on appelle la recherche-création, comme je vous disais, qui est de plus en plus utilisée au Québec, mais c'était également croisé avec les méthodologies de recherche autochtones, qui sont deux méthodologies nouvelles dans nos universités chez nous, en fait, qui n'ont rien de nouveau dans le cas des méthodologies de recherche autochtones, parce que depuis toujours, les peuples autochtones l'utilisent. Je vais m'arrêter ici.
Sí, yo he utilizado la metodología que se denomina la investigación-creación, que está cada vez más en boga, pero también la metodología de investigación autóctona, que no sería ninguna novedad, porque el pueblo autóctono ha utilizado durante mucho tiempo esta metodología, pero en este caso sí sería algo nuevo, ¿no? Sí, es nuevo que está reconocido por nuestras universidades. Et donc, comme ce sont deux méthodologies qui ont des objectifs différents, notamment de vraiment insister sur l'importance du processus plutôt que sur le résultat, ben, le document finalement accompagnateur d'analyse était vraiment clé dans ce sens-là pour pouvoir vraiment documenter le processus et encourager d'autres étudiants canadiens à oser chercher autrement. Y estas dos metodologías tienen objetivos bastante distintos. Uno se basa en el proceso, se basan más bien en el proceso y no en el resultado. Entonces la idea es trabajar estas metodologías, enseñarlas para motivar a otros jóvenes a que lleven a cabo este tipo de investigación también, basándose más en el proceso más que en los resultados. Peut-être préciser d'ailleurs que ce que j'ai trouvé très intéressant à travers cette analyse-là, c'est que bon, les méthodologies de recherche autochtones, qui sont des méthodologies développées par des chercheurs autochtones du Canada, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis et d'Australie principalement, présentent vraiment de nombreux croisements dans leurs valeurs, dans leur manière de faire, dans leurs techniques, dans leur processus, que ceux qui sont mis de l'avant par la recherche-création. Y esta metodología de investigación autóctona me he dado cuenta que tanto en Canadá como en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en Australia, se ven estos cruces de valores, de técnicas, de procesos. Con los de la investigación-creación, sí. Es como los dos metodologías tienen muchos en común. ¿En común? Sí. Sí. Ok, entonces... les voy a hablar un poquito de mi proceso y más bien, oh non, excusez-moi, aujourd'hui on a fait des conférences en espagnol, mon cerveau fait Discúlpenme porque he hecho varias conferencias en español y tengo el cerebro cortocircuitado. Alors, je vais vous parler surtout de ma posture en tant que chercheur qui travaille en contexte autochtone avec la recherche-création pour insister un peu plus sur le processus que sur le livre en tant que tel qu'on va vous laisser, que vous pourrez lire. Ben, peut-être pas parce que c'est en français, mais que vous pourrez regarder. Sí, voy a hablarles yo más que nada sobre mi postura dentro del contexto autóctono y no voy a hablarles mucho del libro porque se lo puedo leer, se lo puedo dejar, está en francés, pero igual lo pueden quizás entender, ¿no? Sí. Donc, ça ici, ce que j'ai utilisé, c'est une page qu'on m'avait invitée comme BDiste invitée. C'est drôle de se faire appeler BDiste parce que je me considère vraiment comme une anthropologue, mais à répondre à la question qui avait été soumise par un magazine jeunesse, me demandait, bon, dans le processus de décolonisation, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que résidents du Canada? Qu'est-ce que chacun des individus peut faire pour faciliter le processus de décolonisation du Canada? En este caso, yo les voy a presentar el trabajo que hice con Magazine Jeunesse, que es una revista para jóvenes, que nos hacía la pregunta de qué podemos nosotros hacer para empezar este proceso de descolonización en Canadá. Puis évidemment, c'est une très, 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 très grande question. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu la littérature autour de la décolonisation, puis même la faisabilité, on parle de décolonisation en tant que chemin, que processus, hein, et non en tant qu'objectif de s'y rendre, parce qu'on sait que, en fait, c'est pas demain le jour où le Canada serait décolonisé. Y en la literatura, en distintos ámbitos, se habla de esta descolonización, pero no la vemos como un objetivo, como un fin, sino más bien como un proceso, porque obviamente es un proceso que no se va a llevar a cabo en un momento determinado, sino simplemente estamos en ese curso, ¿no? Alors déjà, la question qui est pas des mots, ça sert, c'est une grosse question. Mais ensuite, je leur dis, c'est peut-être pas à moi, en tant que personne non autochtone, à répondre à cette question-là. Donc, tout ce que je pouvais faire, c'est leur expliquer, tenter d'illustrer de manière graphique ma posture à moi pour essayer d'appuyer ces initiatives-là qui viennent des personnes autochtones en tant que telles. Y justamente yo no soy la persona más adecuada quizás para traer una respuesta, porque yo misma no soy autóctona.
Simplemente lo que yo quería era ilustrar gráficamente este proceso de cómo podríamos ayudar a las personas a comenzarlo, ¿no? Juste pour pouvoir... Donc, je disais que la première étape que moi je trouvais vraiment essentielle, que souvent dans les recherches universitaires, on a tendance à escamoter, peut-être moins en anthropologie, mais c'est la question de l'introspection, avant de commencer un sujet, de procéder à une sorte de cycle ménager, si vous voulez, de se poser les questions, je pourrais répéter si jamais je vais trop vite, se poser les questions, qu'est-ce que je connais, qui est ici, sur les réalités coloniales ou sur les peuples autochtones, qu'est-ce que je ne connais pas, et surtout, d'où me viennent ces récits. D'où me viennent ces prétendus savoirs sur les peuples autochtones ou sur les relations coloniales. Aquí en la investigación universitaria, generalmente deberíamos llevar a cabo este proceso que he denominado el proceso de introspección. Es decir, es un ciclo de preguntas que yo me voy a hacer. Primero, ¿qué sé? ¿Qué sé yo de esta realidad colonial? Luego me voy a preguntar, ¿qué no sé? ¿Qué no sé acerca de este mismo tema? Y luego voy a preguntarme de dónde viene lo que sé. L'eau qui crée au que c'est. Et c'est un processus qui se termine pas, en fait, qui est en continu, puis qui permet un petit peu de se débarrasser, de faire un certain ménage, de se débarrasser des préjugés, des stéréotypes, bien, pas tous évidemment, mais de faire un certain ménage pour se débarrasser de ce qu'on a ramassé pour remplir notre ignorance par rapport à un sujet ou par rapport à une population. Y es justamente un proceso que no termina. Es un proceso en el cual nosotros vamos a hacer una limpieza de todos los sesgos que tenemos, de todos nuestros estereotipos, de nuestras creencias, para quedarnos en la dernière partie. Justement pour nous ouvrir un peu. Para abrirnos al tema. Puis tout en sachant qu'on ne va jamais réussir à se débarrasser de tous nos préjugés, mais au moins d'être capable de les identifier puis de se poser la question d'où viennent mes préjugés. Puis je vous dirais que cette bande dessinée-là, ce n'est pas une bande dessinée qui raconte les histoires autochtones, mais c'est vraiment une bande dessinée, un outil qui vise à préparer à la rencontre en encourageant le lecteur à se poser ces questions-là aussi. Y no necesariamente nos vamos a desechar de todos nuestros estereotipos, de todos los sesgos que tenemos, pero lo importante es que vamos a poder identificarlos, saber de dónde vienen, y hemos creado esta herramienta para que la gente no necesariamente los elimine, pero sepa a qué está yendo y con qué préjuicios puede estar yendo. Si je parle dans le cas du Canada et du Québec, pendant tellement longtemps, en fait, notre représentation des peuples autochtones se limitait finalement aux bandes dessinées, aux films, dessins animés, aux costumes d'Halloween, à la littérature jeunesse. Donc, toute une représentation très stéréotypée et cristallisée dans un passé fantasmé qui n'avait rien à voir avec les peuples qui étaient les premiers peuples du Québec, en fait. Justamente en Canadá y en Quebec, nosotros durante muchísimos años teníamos una representación de los pueblos autóctonos que era más tipo cliché, más tipo disfraces para ciertos momentos, como en Halloween. Estaba bastante estereotipada esa representación que teníamos. Donc, on grandissait avec ça. Au niveau de l'école, on apprenait juste absolument rien sur les peuples autochtones. Puis quand on apprenait quelque chose, c'était complètement désincarné. C'était des tableaux de facteurs ethno-linguistiques qui avaient une certaine validité peut-être pour des anthropologues, encore que. Mais pour un enfant, il n'y avait vraiment aucune rencontre, aucune incarnation finalement de ces peuples-là. Y en la escuela tampoco se aprendía nada acerca de los pueblos autóctonos. Era un aprendizaje un poco descarnado, como lo denominaría yo. Quizás tendría algún interés etnolingüístico, aunque lo dudo, pero realmente no aportaba nada en el aprendizaje a nivel escolar. Donc, par la suite, quand on a eu des événements, par exemple, des événements médiatiques, quand, par exemple, lors de la crise d'Oka en 1990... La crise de d'Oka. En 1990, quand des groupes autochtones se sont levés pour dire « Ya basta, vous n'allez pas construire un club de golf sur notre cimetière traditionnel », bien, comme on n'avait aucune compréhension même de la question de la dépossession territoriale, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a reçu, c'est ce que les médias, qui eux-mêmes connaissaient absolument rien à la question,
ont bien voulu nous livrer en termes de représentation sensationnaliste. Sí, no fue sino hasta la crisis de Oka de 1990, en cuanto los pueblos autóctonos se levantaron, se sublevaron y se opusieron a la construcción de un club de golf en sus territorios. Ahí nos dimos cuenta que no teníamos ningún conocimiento acerca de la disposición territorial, sino simplemente nosotros estábamos viendo lo que los medios querían mostrarnos. Puis même la construction du club de golf sur un cimetière traditionnel. Y la construcción del club de golf se quería hacer en un cementerio tradicional de ellos. Donc, finalement, la bande dessinée parle vraiment d'un parcours de rencontre depuis la totale ignorance jusqu'à mes débuts de mon processus de rencontre avec les peuples autochtones et traversé par les témoignages d'une 50aine de contributeurs autochtones et non autochtones qui entrent dans ce dialogue-là. Y el recorrido que yo he tenido para hacer esta tira cómica va desde mi total ignorancia hasta el encuentro que yo he tenido con gente que es autóctona y no autóctona. Y en total tuve como 50 contribuyentes que me apoyaron en hacer este trabajo. Je pourrais en reparler, mais les contributeurs se situent sur un très grand spectre de contributions. Donc, ils ne sont pas contribués de la même façon. C'était tous des gens avec lesquels je travaillais depuis longtemps, des amis, des gens que je savais très occupés. Donc, j'ai vraiment dressé des invitations ouvertes pour voir de quelle façon est-ce qu'ils voulaient qu'on construise ensemble ce projet-là. Y esos contribuyentes tienen distintas características, no todos eran del mismo tipo. Eran personas bastante ocupadas, eran personas de mi medio laboral, amigos. Yo lancé realmente una invitación abierta para ver cómo podíamos hacer este trabajo. Donc, la première question qui est l'introduction, c'est vraiment l'introspection, c'est vraiment le cœur du livre. Puis par la suite, on peut voir chacune des petites vignettes de témoignages comme des fenêtres expérientielles qui peuvent être approfondies par la question de l'auto-éducation en se référant à des œuvres créées par des personnes autochtones, qui ont été créées par des personnes autochtones pour passer leur propre message. C'est pour ça qu'on voit une section à la fin pour chacune des planches. On réfère à finalement de l'information et des documents qui peuvent être consultés. Por eso nosotros hablamos de un trabajo de testimonios a través de ventanas de experiencias, en donde a través de la autoeducación las personas autóctonas van a ir trabajando y presentando sus propios temas. Donc, juste peut-être pour ancrer la question de la recherche-création, qui ici est peut-être un peu moins claire que chez nous, c'est ce qu'on parlait un petit peu, pour l'ancrer dans quelque chose que vous connaissez peut-être, j'ai pensé... bon, évidemment, l'histoire aurait pu commencer beaucoup plus tôt, mais ancrer cette méthodologie dans la question de la crise de la représentation des années 80. Y un poco para darle el marco a esto que nosotros denominamos la investigación-creación, que no es tan conocida aquí, como lo hemos estado hablando. Yo quería enmarcarla en lo que se denomina la crisis de representación de los años 80. Est-ce que, à main levée, est-ce que vous pouvez me dire si c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier? ¿Pueden decirme si es algo con lo cual están familiarizados? Oui, OK. Bon, donc vous savez... Oui? Non? Est-ce que... Non. OK. Pas tous. OK, non. Parfait. Ben, en gros, c'est une conversation qui a culminé par la publication, par exemple, de ces deux ouvrages, mais non seulement, une conversation dans le monde de l'anthropologie qui se construisait depuis plusieurs années sur la question de la représentation, sur la question du pouvoir inégaux à l'intérieur de la recherche, sur la question de l'authentification de l'expérience. Bref, qui est venu brasser la cage de la manière coloniale que l'anthropologie se réalisait depuis plusieurs siècles. Esta es más que nada una conversación en el mundo de la antropología en cuanto al poder desigual y... Ben, en fait, on les voit pas mal écrits y aquí lo podemos ver que está escrito, es el tema de la autentificación de la experiencia, la apropiación de la palabra, la legitimidad, el tema de la representación. C'est comme justement d'essayer d'ouvrir à d'autres voies. Là, c'est une synthèse assez rapide là, qu'est-ce que fut la crise de la représentation, mais disons que ça l'a déjà pointé du doigt certains points importants à se questionner en tant qu'anthropologue sur cette question de la représentation et de la recherche en anthropologie. Esta sería una manera muy sencilla para describirlo, pero de todas maneras esto nos muestra cuál sería el cuestionamiento de los antropólogos
en cuanto a la representación. Para salirse un poco de la perspectiva colonial, porque ustedes conocen un poco, me imagino, la historia de la antropología. Entonces, vinieron con la publicación de estos dos libros, Brasser la cage. Sí, querían salirse de ese marco, digamos, con estos dos libros. C'est ça, voilà. Mais ce qui je trouve très intéressant dans la crise de la représentation, c'est que non seulement on vient dénoncer certaines problématiques qui doivent être discutées, qui doivent être réfléchies, qui doivent être vues autrement, mais aussi on propose des nouvelles façons de faire. Donc, on propose des pistes de solutions sans que ça soit bien défini, mais quand même des pistes de solutions, comme notamment la question d'utiliser des pratiques réflexives, beaucoup d'importance sur la réflexivité. Sí, en este caso de la crisis de la representación, me parece que lo importante es que se empieza a denunciar una problemática, es decir, se está tratando de buscar nuevas soluciones, utilizar prácticas distintas. Prácticas reflexivas, narrativas, artísticas, colaborativas, y para resaltar los filtros perceptivos. Et on parle donc non seulement d'une représentation ou d'une façon de faire de la recherche qui soit plus éthique, mais également d'une meilleure rigueur scientifique en prenant compte les a priori ou les fils perceptifs de l'observateur analysant. Esto nos lleva a una manera más ética de hacer las cosas, a tener un mejor rigor científico, a eliminar un poco los a prioris. Et de cette façon... Oh, excusez-moi. Ay, no sé, allez-y. Et de cette façon aussi d'ouvrir, comme on reconnaît que l'objectivité n'existe pas, comme vous l'avez probablement vu, mais qu'on regarde toujours à travers un filtre subjectif, on permet donc une représentation à voix multiples. L'anthropologue n'a plus le monopole de la représentation. Sí, porque eso nos permite abrir un poco más nuestro espectro, y porque siempre estamos trabajando con un filtro subjetivo. Y entonces permite también al antropólogo salir de ese molde. Ouvrir la représentation à voix multiples. De ese molde y abrir la representación a que tenga distintas vías. Diferentes voces también que pueden. Le terme recherche-création, en français du moins, c'est un terme parapluie qui est vraiment un néologisme canadien, c'est-à-dire qu'on ne le trouve pas ailleurs dans le monde francophone. C'est un terme parapluie qui regroupe toutes autres techniques qui sont plus déterminées en anglais, là, comme vous voyez ici au neologismo canadiense. Sí, ese término, que es la investigación-creación, es un neologismo canadiense y es lo que se denomina un término sombrilla. ¿Qué quiere decir? Que abarca distintos conceptos que podemos ver aquí. Donc, l'objectif, puis ça, je vais le lire en espagnol, c'est de producir conocimiento e innovación a través de la expresión artística, el análisis científico y la experimentación. L'idée est aussi de décloisonner les méthodes, donc de travailler de manière plus interdisciplinaire. La idea a través de esto es descompartimentalizar las ideas y trabajar de manera más interconectada. Et comme je disais un peu plus tôt, d'augmenter l'accessibilité aux résultats de recherche, non seulement en fin de processus en montrant, par exemple, un film ou une bande dessinée, mais également à l'intérieur même du processus avec nos informantés ou nos collaborateurs. Y se trata no solamente de aumentar la accesibilidad del resultado de una investigación, sino durante todo el proceso de investigación junto con todos los contribuyentes o colaboradores. Moi, je dois dire que ce qui me touche particulièrement dans la question de la recherche-création, c'est que ça mobilise d'autres aspects de la personne, qui n'est pas uniquement l'argumentatif cognitif. Donc, on va mobiliser finalement le plus beau de l'être humain, c'est-à-dire sa capacité à ressentir également à travers la création, sa capacité à raconter des histoires, et donc la réponse émotionnelle et même, dans un certain sens, spirituelle. Et là, ça vient finalement de faire tout un défi pour la science. Justamente esta metodología de la investigación-creación me gusta mucho porque moviliza distintos aspectos de la persona, no solamente las partes pensantes, pero también la capacidad de sentir, la capacidad de emocionarse, la capacidad de contar historias.
Et autant dans les méthodologies de recherche autochtone que dans les méthodologies de recherche-création, on souhaite ou on aspire à une certaine transformation, non seulement transformation du public de par l'acquisition de nouvelles informations, de nouveaux savoirs, mais également une transformation du chercheur en tant que tel en cours de processus. Y a través de estas dos metodologías, la metodología de la investigación autóctona y la metodología de la investigación-creación, lo que estamos tratando de buscar es una transformación. Et en cherchant autrement, évidemment, on se trouve souvent dans une zone d'inconfort, mais qui fait partie également aussi de ce processus-là. Donc, même la question du doute ou de poser plus de questions qu'amener des réponses, ça fait partie de ces deux méthodologies-là. Donc, on ne souhaite pas en arriver avec une présentation finale, un exposé, même s'il est filmique ou de bande dessinée sur un sujet. On souhaite alimenter le questionnement et profiter de cette sorte d'état de vulnérabilisation que nous apporte l'expérimentation méthodologique. Y a través de estas metodologías, no se trata solamente de llegar a un resultado, tener una presentación final, ya sea a través de una película, de una tira cómica, sino es todo el proceso de investigación que puede generar una cierta incomodidad. La idea es generar más preguntas, alimentar la investigación gracias a las preguntas. Donc, je n'irai pas en détail dans les tensions qui sont rencontrées, puis que je pourrais vous dire que j'ai personnellement, en tant qu'étudiante en anthropologie, rencontré lorsque j'ai commencé à faire de la recherche qui impliquait le processus de création à l'intérieur de la démarche. Yo no les voy a hablar mucho de todas las tensiones que tuve como estudiante en este proceso en cuanto al proceso justamente de creación. Porque hay muchas tensiones que se encuentran. Mais je ne vais pas aller dans les détails, mais vous pouvez les voir écrits ici, qui est un petit peu une recherche d'équilibre entre différents pôles, que ce soit entre l'imaginaire créatif et la clarté interprétative, entre le particularisme puis le potentiel d'identification. Donc, vous les voyez écrits ici, mais c'est un petit peu une recherche finalement perpétuelle d'équilibre entre ces pôles. Y no les voy a hablar de todas las tensiones que se pueden presentar. Aquí tengo una lista, como la pueden ver, pero es más que nada la búsqueda del equilibrio entre el imaginario creativo versus la claridad, entre el particularismo y el potencial de identificación, etcétera. Es la búsqueda del equilibrio justamente de lo que se trata. Surtout dans un système qui, comme le nôtre, ne reconnaît pas vraiment, oui, on a des bourses, oui, c'est reconnu par les grands fonds subventionnaires, mais tant au niveau des mécanismes d'évaluation que de la façon de présenter la thèse, que de la défendre, il n'y a pas du tout de souplesse ou d'accommodement pour ce type de processus-là. Porque a pesar de que tengamos becas, de que es un proceso reconocido, es un mecanismo que presenta todavía dificultades para este tipo de trabajo. Fait que peut-être en terminant, ce que je me disais pour rendre peut-être un peu plus clair, et je serais curieuse de vous entendre me redire si c'est le genre de projet que vous réalisez également ici. Mais j'ai pensé vous référer ici, on a les grandes familles qui ont été identifiées par deux professeurs de communication, justement, Chapman et Sashok, pour donner une petite idée des types de travaux qui peuvent être réalisés à l'intérieur de la recherche-création. Y yo quisiera conversar un poco con ustedes y quiero que me cuenten si algo así se hace aquí, justamente hablarles de las grandes familias de investigación y de los grandes tipos de proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos a los profesores de comunicación, Chapman y Sashok, que hablan de este tipo de trabajos que se pueden realizar. Et ce ne sont pas des vases clos et ce n'est pas exhaustif. C'est vraiment une liste qu'on donne juste pour finalement inspirer les étudiants en leur parlant un petit peu de qu'est-ce qui peut être fait. Puis pour donner un peu plus de concret, je vais utiliser ces catégories-là à mon propre travail, à mon propre processus de création pour peut-être vous donner une idée un peu plus claire de a quoi se refiere. Es una lista que no es exhaustiva, obviamente, simplemente la idea es darle ideas a los estudiantes para ver sobre qué tipos de trabajos pueden hacer. Entonces yo la voy a mostrar en cuanto a mi propio trabajo, cómo lo pude hacer. Donc, je n'irai pas là. Bon.
Alors, ce qu'on rencontre le plus souvent au Canada, qui est vraiment le plus connu d'ailleurs dans les exemples que je vous ai donnés, il y en avait plusieurs, c'est la question de la représentation créative des résultats de recherche, donc dans une sorte de vulgarisation graphique. Y lo más conocido en Canadá, como ya lo mencioné, es lo que se denomina la presentación creativa de resultados de investigación como una manera de vulgarización gráfica. C'est-à-dire, je fais une recherche en anthropologie ou peu importe ma discipline, je le fais comme, plus ou moins comme d'habitude. Et une fois que j'ai mes résultats de recherche, une fois que j'ai mon analyse, bien, je vais trouver un médium artistique pour faciliter son accessibilité. Es decir, yo voy a hacer mi investigación quizás de una manera tradicional, ya sea en antropología, pero una vez que yo tenga los resultados, voy a buscar una manera más lúdica quizás o más visual para poder presentarlos. Mm-hmm. Moi, c'était un peu mon idée, comme je disais, quand je travaillais en sécurisation culturelle, d'ouvrir le dialogue, la réflexion. Donc, ici, au départ, je voulais vraiment, je prenais mes résultats de maîtrise, qui étaient en anthropologie, qui avaient été produites par des entrevues, des questionnaires, une analyse, et je tentais de les vulgariser par le dessin. Donc, on a un exemple ici en haut, en fait, de chacune de ces planches-là. Ça a donné le 5e chapitre de la bande dessinée. Yo justamente partiendo de esta idea que ya les mencioné de la segurización cultural, lo que yo quería era abrir el diálogo y mostrando los resultados del máster, logré vulgarizarlos de esta manera aquí. Mais à mesure que je dessinais sur la question de la sécurisation culturelle, comme je disais, m'arrivait toujours la question du qui raconte dont j'ai parlé. Donc, je ressentais un certain besoin finalement d'ouvrir au moins un chapitre d'introduction pour faire honneur à la question de la réflexivité qui me semblait importante. Y a medida que yo iba dibujando, salió el tema de quién contaba esta historia. Entonces ahí es donde tuve que intervenir para introducir esta parte de la reflexividad. Mm-hmm. Donc, je pensais que ça allait être un tout petit chapitre, en fait, qui allait expliquer un petit peu qui raconte, qui je suis, pas en détail, là, mais ma posture, finalement, d'anthropologue qui commence son processus de rencontre. Mais en fait, au fur et à mesure que je faisais des rencontres, des discussions, des expositions, je me rendais compte que les Québécois et les Québécois avaient tellement à dire sur ce sujet, sur la honte coloniale, sur la méconnaissance coloniale, que je me suis dit, peut-être dans ce cas-là que ce n'est pas vraiment à moi de raconter les histoires de la sécurisation culturelle. Prenons le temps d'ouvrir un dialogue pour permettre de s'exprimer puis de déconstruire un peu ces questions-là de honte, de méconnaissance, puis de colère par rapport au mensonge colonial. Yo al inicio pensé que esto iba a ser un pequeño capítulo, nada más, para explicar quién soy, cuál es mi postura como antropóloga, pero a medida que iba avanzando me di cuenta que la gente tenía tanto que decir, había tanta vergüenza colonial, había tantos tantos malentendidos coloniales, que yo decidí que teníamos que abrir el diálogo para que estas vergüenzas y estos malentendidos coloniales pudieran ser expresados. Mm-hmm. Donc, ce petit chapitre d'introduction est devenu finalement la grande majorité du livre. Entonces, este pequeño capítulo introductorio se convirtió en la mayor parte del libro. Mm-hmm. Pour les besoins que je rencontrais sur le terrain au cours de mon projet de recherche. Justamente, y esto respondía a las necesidades que yo encontré en el campo conforme hacía mi investigación. Au départ, je vous avoue que j'avais vraiment aucune idée comment on fait ça parce que j'ai beau connaître la réflexivité en tant qu'anthropologue, j'avais vraiment aucune idée comment j'allais faire pour parler de moi ou me présenter dans mon travail doctoral. Y les tengo que decir que al inicio yo no tenía ninguna idea de cómo iba a hablar, porque yo puedo decirles muchas cosas de la reflexividad, pero no sabía cómo presentar mi trabajo. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça, donc, j'ai eu recours à la deuxième famille qu'on parle de recherche-création, qui est la création pour la recherche. Y justamente ahí es donde intervino esta segunda parte en la investigación de création, que es la création para la investigación. C'est ça. Donc, que ce soit par l'utilisation de taches d'encre aléatoires sur le papier buvard pour essayer d'y voir un petit peu des images, sans prétention psychanalytique, là, mais quand même de créer plus dans l'abstrait, comme on voit un peu en haut, qui sont devenus des séparateurs de chapitres, en fait. Y este trabajo pasa por un proceso. Por ejemplo, aquí haciendo manchas de tinta en el papel, sin querer llegar a algo psicoanalítico, evidentemente,
Simplemente esto me permitía ir avanzando y estas páginas se convirtieron en separadores de capítulos. Et puis, en fait, ça me, quand même, au bout d'une journée à travailler sur ça, sur le thème de l'éducation autochtone, à tracer des lignes, je me disais, c'était quand même un produit très sombre. Puis, alors que moi, je travaille en fait avec les histoires lumineuses de l'éducation autochtone, avec des jeunes hyper inspirants dans le seul cégep par et pour les Premières Nations. Mais ce genre de création, qui n'était pas trop rationnel, me laissait croire qu'il y avait quand même un certain malaise qui était resté à quelque part à travers moi, même à travers toutes ces années de travail. Y justamente el hecho de estar trabajando con estos trazos, con estas manchas durante el día, generaba una suerte de molestia, porque el trabajo que yo estaba haciendo era un trabajo luminoso, con personas luminosas que traían luz. Sin embargo, este proceso de creación no era racional y como que traía a relucir ese fastidio que había en mí. Et je me suis mis également, je me suis dit, bon, on va essayer de me rappeler justement ce que je vous parlais un peu, mon processus de rencontre. Donc, je me suis mis à décider qu'est-ce que je me rappelais avoir vu en tant qu'enfant sur les peuples autochtones. Vous voyez ici la question de la littérature jeunesse là, avec Peter Pan, Tiger Lily, etc. La question de la représentation médiatique de la crise d'Oka. Donc, tout ça a permis, tous ces processus-là de création pour la recherche, d'identifier des pôles que j'allais par la suite chercher à travers la lecture ou la recherche plus traditionnelle. Donc, la création était comme la base de ce processus-là. Sí, y yo para esto traté de recordar el proceso de todos los encuentros que tuve, todas estas vivencias que yo tuve desde niña, cómo fui aprendiendo desde mi juventud, estas representaciones que yo tenía. Y después el objetivo fue ir identificando polos para llevarme al proceso de creación. Entonces, la création para la investigación. Et la troisième grande famille, c'est plutôt le contraire, en fait. C'est qu'on part d'une recherche et cette recherche alimente le processus de création. Comme par exemple, bon, je vais vous laisser peut-être. Sí, y el tercer proceso es un proceso que va al revés. Partimos de la investigación para llegar al proceso de creación. Le processus de création n'est pas le résultat final comme dans la première catégorie, mais c'est plutôt que la création, elle est guidée par les recherches, elle est alimentée, elle alimente le processus de création. Y en este caso, la creación no es el resultado final, sino que ella alimenta, la investigación alimenta el proceso de creación. Oui, comme par exemple ici, c'est une recherche assez classique d'aller faire des entrevues, des discussions avec des participants autochtones, d'aller fouiller dans les archives. Là, on a ici des archives qui étaient utilisées dans les années 30 pour représenter comment les Autochtones nous avaient martyrisés, le peuple québécois, etc., de reproduire ça, de faire des collages avec, à partir de représentations vraiment réelles qu'on voyait à la télé lors de la crise d'Oka, etc. Donc, c'est quand même des processus très classiques là, en anthropologie, mais qu'à partir de là, comme je disais, on inicie le processus de création. Y en este caso fue un proceso bastante típico en antropología porque se hacían con entrevistas, con investigación en archivos, por ejemplo de los años 30, también las imágenes que se reproducían de cómo los autóctonos habían martirizado a los quebequenses en esa época, entre comillas, y todo eso nos llevaba a un proceso de creación. Sí, je mets les guillemets parce que c'est la question des martyrs des pères jésuites et tout ça. Justamente le pongo entre comillas toda la parte de martirización por los jesuitas y demás. Et finalement, de la même façon, comme ma bande dessinée présente également une version doctorale qui est traversée par 4 articles revus par les pairs qui parlent de la question de l'éducation autochtone. Bien, tout ça, finalement, cette recherche-là a été faite avant de faire la bande dessinée. Donc, ça aussi, c'est un autre exemple de comment la recherche peut alimenter la création. Sí, mi tira cómica también es como que el resultado de 4 artículos que también han sido revisados por pares. Y esto es un ejemplo de cómo el proceso de investigación clásico puede llevar a este tipo de resultados. Et finalement, la 4e et dernière catégorie, qui est souvent la moins comprise, je ne suis pas sûre non plus de la comprendre, je vais vous l'expliquer de ma façon, c'est un peu quand tous ces éléments-là, et même plus, viennent finalement s'auto-alimenter, se croiser et se rencontrer, non pas dans une liste, dans un processus, mais vraiment que tous ces processus-là viennent finalement s'entremailler à l'intérieur d'une recherche.
et ça donne donc la création en tant que recherche. Y esta cuarta categoría, que es la menos comprendida, es quizás la que ni siquiera yo comprendo muy bien, es en donde intervienen todos estos elementos que se van a autoalimentar, se van a ir mezclando hasta conformar una investigación por la création. Je pense que je ne vais pas insister là-dessus parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup le temps, mais de toute façon, j'en ai parlé un petit peu de la manière dont se croisent les questions des méthodologies de recherche autochtone et les méthodologies de recherche-création. On va, vous pouvez lire un petit peu pour avoir une petite idée de à quoi on réfère quand on parle des méthodologies de recherche autochtone. Y no voy a seguir hablando mucho de este tema porque ya hemos visto rápidamente cómo se cruzan estas metodologías de investigación autóctona y la metodología de investigación-creación. Y aquí podemos ver un poquito lo que voy mencionando. Donc, ça fait en sorte que, en plus de permettre tout ce qu'on a parlé, bien, ça s'arrime avec les méthodes qui sont mises de l'avant ou qui sont souvent demandées par les personnes autochtones elles-mêmes. Donc, c'est un processus hautement relationnel, en fait. Es un proceso, como yo diría, bastante relacional porque utiliza métodos que son solicitados por los autóctonos ellos mismos y que intervienen en todo este proceso. Puis je vais terminer en disant qu'évidemment, quand on s'utilise soi-même dans un processus réflexif comme protagoniste, comme dans une bande dessinée, ça permet plusieurs choses, dont une meilleure rigueur scientifique, puis ça permet également d'alléger par certains processus d'autodérision, comme j'ai tenté de le faire dans la bande dessinée. Sí, cuando una se utiliza a sí misma como protagonista en este proceso reflexivo, también nos permite hacer un proceso, como diríamos, de autoderrisión, se me fue, como que burla de uno mismo. C'est pour un peu dédramatiser et amener un peu de légèreté sur ces sujets-là qui sont quand même, on parle quand même de racisme systémique, donc ça permet quand même d'amener quelques points de baisser un petit peu la tension. Y esto nos permite aligerar un poco el ambiente porque estamos tratando de temas bastante duros y sólidos como es el racismo sistémico, ¿no? Entonces nos permite un poco aligerar la atmósfera. Qui est le processus inverse, par contre, que j'ai utilisé avec mes contributeurs et contributrices, considérant que la bande dessinée, je suis certaine que vous en avez vu, mais la bande dessinée a souvent contribué à alimenter beaucoup les stéréotypes sur les peuples autochtones d'Amérique du Nord, beaucoup. Donc, au niveau de ma collaboration avec les contributeurs, il y avait beaucoup de validation pour tout, sur la représentation, l'endroit dans le livre, la citation qu'on allait choisir. Ça a été vraiment un travail qui est peut-être plus long, mais qui a été super nourrissant en termes relationnels et que lui-même a occasionné des nouveaux datos, des nouvelles données de recherche. Y justamente hicimos el proceso inverso con todos los contribuyentes, con todas las personas que contribuyeron en ese trabajo, porque siempre tratamos de evitar de alimentar los estereotipos. Entonces hubo un gran trabajo de validación de todos los aspectos, de todas las representaciones a lo largo de todo el trabajo, de todo lo que se iba a utilizar para crear esta relación entre ellos. O alimentarla, porque ya eran amigos, ya no eran personas que yo conocía, pero fuimos a un nivel supérieur con este... Ouais, voilà. Et seulement en terminant, je vous disais au départ que j'avais l'impression qu'utiliser la bande dessinée, ça pouvait quand même permettre d'ouvrir le dialogue. Maintenant, la bande dessinée est utilisée dans les écoles secondaires, collégiales et universitaires. On a ici un guide pédagogique qui a été mis en ligne, qui a été co-créé par une douzaine de professeurs qui l'utilisent, la bande dessinée en classe, comme étape 0, si vous voulez, de préparation à la rencontre. Sí, el hecho de utilizar la tira cómica ha abierto el diálogo, tan es así que ahora se utiliza a nivel secundario, a nivel del liceo, a nivel universitario, sobre todo en los niveles iniciales, en lo que se denomina la etapa 0. Et donc, le guide pédagogique a été co-créé avec une douzaine d'enseignants qui utilisent déjà la bande dessinée, qui ont occasionné un nouveau cycle, finalement, un peu comme une boule qu'on pousse sur la neige qui devient plus grosse, qui ont participé à leur façon en partageant leurs propositions pédagogiques, leurs outils pédagogiques pour la mise en lecture en classe de la bande dessinée.
Y esta guía pedagógica que hemos elaborado ha sido con el apoyo de 12 profesores y ha sido un proceso, como nosotros le llamamos bola de nieve, que va aumentando a medida que cada uno iba participando, ¿no? Et bon, ça, j'en ai parlé un petit peu. Fait que voilà, merci beaucoup de votre écoute. Et s'il y a des questions ou des commentaires, je ne sais pas comment va le temps, mais... Muchas gracias por haberme escuchado y ahora no sé si tienen preguntas, cómo lo vamos a manejar. Vamos a entregar las preguntas para que las puedas traducir. Ellos ya todos las han escrito. Ella comprende. Ben, oui, en fait, je comprends. Yo comprendo. Pueden Ella preguntar comprende. en español. El problema es que no van a escuchar. Ah, Ah, ok. ok. Me tengo una pregunta, entonces. ¿Eso se parece a lo que están haciendo? ¿Qué es diferente? ¿Qué se parece que en el máster de antropología visual? Su método, su manera de concebir la investigación. ¿Están trabajando en algo similar ustedes? Hola, soy Viviana. Actualmente estoy en la maestría de comunicaciones. No estoy en antropología visual, pero mi proyecto se inspira en un trabajo que yo quería hacer en antropología, pero no sabía cómo proceder hasta que escuché esta metodología, que era el trabajo con imágenes. Mi tesis va más hacia la investigación a través del color, pero basada en el Donpa, que es una serie china que tiene básicamente este tipo de esquema que también trae una tira cómica. Y me pareció interesante relacionado con mi trabajo. Muchas gracias, porque esto me sirve para mi proyecto de tesis. Muchas gracias. Estoy encantada de saber que hay más personas que trabajan con las historias, o el cómic o la historieta o las imágenes. Muy interesante, gracias. Yo soy una infiltrada. Soy arquitecta, estoy haciendo un doctorado en geografía y también estoy haciendo un trabajo de doctorado en investigación y creación gráfico, pero para repensar la cartografía con esta idea de invisibilización y comprensión del territorio, del espacio, la vivienda a través de los mapas producidos por los colonizadores o el propio Estado, y de qué manera se puede recrear, repensar el territorio desde una comprensión autóctona, gráfica, como se entiende en el paisaje territorio. En Quebec hay muchos que usan la cartografía así, pero hay muchos medios. O sea, unos utilizan el textil, otros son infográficos. O tú, ¿cuál es su medio? ¿Cómo lo hacen? Es cartografía de dibujo, mezclando arquitectura y geografía. Son planos de las viviendas, de los barrios, hasta mapas más amplios. ¿Se puede encontrar? Estoy haciéndolo, pero quería ver qué otras aproximaciones de investigación, creación podíamos tener desde otras disciplinas. Muchas gracias. Para comentar brevemente 2 o 3 cosas que están haciendo 2 colegas profesores que no han venido. Por ejemplo, la profesora Patricia Ames ha trabajado en un proyecto en el cual trabaja con estudiantes indígenas en la Amazonía peruana y están haciendo animaciones que a través de la animación
se reflexiona sobre la relación entre ser indígena y ser estudiante universitario en un contexto como la Amazonía peruana. Entonces los cortos animados están en línea, se pueden ver, si quieren después los puedo mandarle el enlace. Otra profesora, la profesora María Eugenia Wolf, ha estado trabajando en que las líderes mujeres indígenas de Amazonía hagan sus propios videos sobre sus propias reflexiones de cómo ven el rol de la mujer en las sociedades indígenas amazónicas. Entiendo que la profesora Gisela Canepa ha trabajado mucho con devolver a las comunidades donde ella misma había registrado en los años 90 danzas en Lambayeque, en Trujillo, en la costa norte. Entonces lo que está haciendo es ir, llevar ese material, dialogar con la gente, y ellos están muy interesados en retomar esos registros y hacer muchas cosas nuevas, como por ejemplo reponer ciertas danzas que ya no bailaban. Y hay toda esta serie de iniciativas que no son exactamente lo que tú estás haciendo, pero que dialogan con cómo replantear nuestras relaciones con las personas con las cuales trabajamos. En Canadá hay una organización que se llama la Wapikoni Mobile, no sé si la conoces, ¿sí? Y de hecho viajan por el mundo con una cámara y personas que saben usar la cámara, pero también los programas para hacer películas. Y van en todas las comunidades para enseñar a los niños o a los jóvenes cómo hacer su propia corto, así. Y viajan en todo el mundo. Pienso que vinieron en Perú también y se fueron con los Sami. Y es muy interesante, se pueden ver también sus filmes. Hay muchísimos en la red. Hace poco sustentó el año pasado un estudiante de la maestría de antropología visual. Lo que hizo es en México, es una chica mexicana que hizo su trabajo en México para enseñarles a los niños que estaban en programas de acogida porque estaban en situación precaria, a manejar los equipos audiovisuales para ellos mismos hacer sus propios registros audiovisuales. El resultado es un documental sobre este proceso de que los niños aprendan y se apropien de herramientas audiovisuales para crear sus propias narrativas visuales sobre ellos mismos. Entonces, pasaremos más bien a las preguntas que te han hecho los asistentes. Una pregunta es, ¿qué canales fueron abiertos o utilizados para poder distribuir este conocimiento? Pues la historieta. Todos los que participaron, más de 50, pienso que es como hay 70 personas de las que recibieron antes que salga la historieta. Pero mi primer público era realmente los quebequenses, porque era como decimos, una herramienta para preparar al encuentro, hacer pensar. Es nosotros que tenemos que hacer el trabajo lo más largo, ¿no? De abrir un poco de nuestra mentalidad. Pero lo que pienso que fue muy interesante es que muchos contribuyentes me dijeron que ellos también aprendieron y pudieron contextualizar nuestra ignorancia, porque ellos reían mucho, a veces reían, tal vez no está, no está tan cómico, pero se reían de esta ignorancia, pero no es fácil de entender o de identificar los mecanismos sistémicos que son al basis o en el corazón de este desconocimiento. Entonces, para ellos también fue algo, y lo demás que me dijeron, por una vez, verse, reconocerse en un libro es muy raro. Y como es una pequeña comunidad, yo diría, las comunidades autóctonas de Quebec, es como una red muy pequeña, entonces la gente se conocen y se reconocen. Y
el sentido de ser visto, o que podrían abrir un libro y decir, lo conozco, yo soy yo, o como yo, era algo nuevo para ellos. Entonces, se vende en las ça se vend dans les librairies, ça peut s'emprunter dans les bibliothèques. Toutes les bibliothèques au Québec l'ont. Comme je disais, ça a été étudié dans les écoles secondaires, collégiales et universitaires. Es un libro que se encuentra en las librerías, se encuentra en todas las bibliotecas de Quebec y también ha sido estudiado, como ya lo dije, en el liceo a nivel secundario y en las universidades. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál ha sido la recepción en el público del cómic? ¿Hay información sobre las percepciones o el impacto? Bien, l'impact, c'est toujours vraiment difficile à mesurer, parce que ça, c'est une des nombreuses initiatives qui existent pour travailler pour la rencontre. Au Québec, on a eu la commission Vérité-Réconciliation qui a fait lumière sur des chapitres absolument épouvantables de notre histoire coloniale. El impacto es muy difícil de medir, justamente. Y en Quebec hemos tenido también una comisión de la verdad y la reconciliación por todas las atrocidades que se hicieron en Quebec. En Canada. En Canada. Québec, alors, il y a vraiment beaucoup d'initiatives. Donc, je pense que c'est juste une pierre de plus. Donc, ce serait difficile de dire son impact quantitatif. Par contre, moi, y es una piedra más. Entonces, hay muchas iniciativas. Por eso sería difícil medir su impacto. Par contre, moi, je reçois souvent des courriels ou des lettres ou des commentaires de lecteurs qui se sont vraiment identifiés à ce parcours-là, parce que vous comprenez que le but encore là, de parler de mon parcours, c'est pas de faire les merveilleuses histoires d'Emmanuel Dufour, mais c'est vraiment de servir de véhicule d'identification ou de différenciation pour le lecteur. Sí, yo también he recibido varios correos, cartas, comentarios de los lectores, porque obviamente no se trata de hacer la maravillosa historia de Emmanuel Dufour, sino simplemente es el vehículo para contar estas historias. Pour que les gens puissent s'identifier et se différencier comme un véhicule d'identification. Para que las personas puedan identificarse y esto se convierte en un vehículo de identificación. Otra pregunta, ¿existe una metodología de trabajo colaborativo con pueblos originarios o se empieza de cero en cada caso? Bien, par exemple, moi, j'enseigne un séminaire qui s'appelle Éthique de la collaboration à l'Université de Montréal, qui est au niveau de la maîtrise. Por ejemplo, yo enseño un curso que se llama Ética de la colaboración en la universidad, que es a nivel de la maestría. Il y a beaucoup, finalement, de réflexions, de projets qui sont mis de l'avant dans ce sens, parce qu'évidemment, on sait qu'on ne peut plus faire de l'anthropologie comme on l'a déjà fait. Les peuples autochtones nous ont demandé que ça finisse. On a été influencé par, comme je vous disais, la crise de la représentation également. Donc, on cherche des manières qui soient plus relationnelles, plus éthiquement respectueuses. Porque justamente nosotros estamos tratando de encontrar una manera de hacer estos proyectos de manera distinta y no de la manera típica en que se trabajaba en la antropología. Por eso tratamos de hacer de esta manera más relacionalista. Oui. Puis nous, en fait, chez nous, on a des protocoles. En fait, on a des protocoles éthiques. La recherche en contexte autochtone ne peut pas se faire n'importe comment. Nous, c'est très, 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 très formalisé. Il y a beaucoup de guides qui ont été créés par des personnes autochtones elles-mêmes. Et la collaboration, la recherche collaborative ou la co-construction fait vraiment partie des recommandations centrales. Y este trabajo nosotros nos basamos en todos los protocolos que se han creado, porque el trabajo con las comunidades autóctonas está muy, muy reglamentado. Son protocolos éticos, guías que se han elaborado para hacer un proceso más co-constructivo con ellos mismos. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas une manière de faire. Il y en a des milliers. Il suffit un petit peu d'essayer de faire les choses autrement, mais toujours en se basant sur les besoins ou la rétroaction des gens avec qui on travaille. Sí, entonces yo no diría que hay una sola manera de trabajar, sino hay miles de maneras de trabajar. La idea es hacer las cosas de una manera distinta, pero también con esta retroacción de las propias personas con las que trabajamos. C'est pour ça qu'on parle de recherche qui est intimement relationnelle. Por eso estamos hablando de una investigación que es íntimamente relacional.
Y tenemos otra pregunta. ¿La representación también viene de las poblaciones originarias, autóctonas? La représentation. La représentation provient aussi des populations Oui, autochtones. on parle de quelle représentation? ¿De qué representación estamos hablando? ¿Puedes cerrar el micro? Saber si la representación visual viene siempre de los antropólogos que estudian a las poblaciones o si las poblaciones tienen la posibilidad de Il y a representarse vraiment visualmente. beaucoup, comme je disais, d'œuvres créées par des personnes autochtones, que ce soit avec la Wapikoni Mobile, des films, des livres. Là, on commence à faire de la bande dessinée autochtone. On a vu un exemple ici. Des sites web, il y a vraiment beaucoup, c'est foisonnant, là. Donc, il y a une représentation autochtone et de plus en plus, ils demandent, laissez-nous nous représenter nous-mêmes. Sí, hay muchísima representación hecha por los propios pueblos originarios, ya sea películas, libros, tiras cómicas, sitios web. La representación está viniendo de ellos mismos, porque ellos mismos están pidiendo ser ellos mismos quienes se representen. C'est pour ça que c'est important pour moi, quand je parle de cette bande dessinée-là, d'insister sur le fait que ça ne raconte pas les histoires autochtones, qu'on ouvre un dialogue sur une même réalité, sur la question de la non-rencontre, qui est éclairée par les perspectives de plusieurs, une représentation multivoix, comme on a vu tout à l'heure. La idea justamente cuando les presenté esta tira cómica es que nosotros no estamos haciendo la representación de los pueblos autóctonos, simplemente estamos abriendo la mirada para que distintas miradas participen y brinden esa tercera mirada ajena, ¿no? Puis, dans le cas de la bande dessinée aussi, toutes les photos, toutes les images qu'on voit, souvent on voit, par exemple, j'ai utilisé un peu le style retranscription verbatim là, à droite pour voir que ça venait d'une entrevue, mais les portraits sont tous faits à partir de photos choisies par les participants eux-mêmes. Puis évidemment avec validation, contre-validation. Mais ils étaient assez cléments, considérant que je ne suis pas une dessinatrice. Mais pour moi, c'est important qu'on prenne vraiment une photo qu'ils se sentaient représenter, une photo qu'ils aimaient eux-mêmes, puis qu'ils se sentent bien dans cette représentation-là, qu'ils en soient fiers. Sí, justamente cuando les mostré esas imágenes, ahí veíamos la foto y luego veíamos la transcripción literal al costado. Pero para mí era muy importante utilizar fotos que hayan sido elegidas por ellos mismos, por los propios participantes. A pesar de que yo no soy una buena dibujante ni nada de eso, sino la imagen tenía que gustarles, tenía que agradarles. Ese tú. Merci beaucoup encore. ¿Alguien que tenga algún comentario o una pregunta adicional? Ok. Gracias. Así, normal. Bueno, gracias por tu ponencia. Bueno, yo soy una estudiante de Relaciones Internacionales, pero sí he escuchado bastante de este tipo de metodologías a través del arte para acercarnos al público en sí, ¿no? Y no quede solo por así decirlo, para un grupo que lee artículos científicos. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cuáles fueron las principales tensiones que encontraste con las posturas conservadoras sobre la investigación científica? Y, bueno, primero esa es la primera pregunta. En fait, juste pour être sûre, est-ce que tu peux la... Les tensions principales. Ah, oui. Mais tu sais, il y en avait quelques-unes de listées ici, tu sais. Oui. Bien, c'est ça, il y en avait, tu sais, comme je pourrais peut-être t'en envoyer, mais tu sais, la question de trouver un équilibre entre des pôles créatifs, mais qui soient quand même rigoureux, entre l'objectivité et la subjectivité, entre l'anecdotique et le potentiel de transférabilité. Est-ce que tu peux quelque chose? Sí, ya lo mencioné cuando mencioné algunas de las tensiones que encontré. Justamente quizás te las podemos mostrar. Es justamente hacer el balance entre la subjetividad, la rigurosidad,
sont C'est ça? ici, en fait. Ahí están. Mais, tu sais, mais ta question porte spécifiquement sur mon expérience, parce que ça, c'est sûr, c'est de la théorie. Porque esto es más que nada la teoría, pero tu pregunta se basa en cuanto a mi experiencia, ¿no es cierto? Mais pour être honnête, quand j'ai présenté en 2015 mon projet de roman graphique au département d'anthropologie où j'avais étudié, Pero yo, para ser honesta, cuando le presenté en el 2015 mi proyecto de novela gráfica, ahí donde yo estudié, ben, en fait, j'ai reçu une bourse d'entrée, on m'accueillait, c'est super, mais ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que tes petits dessins, tu vas les faire dans tes temps libres, et qu'il n'y a rien de ça qui va être reconnu à l'intérieur de ta thèse doctorale. Donc, ça va être soit une annexe ou un projet dans tes temps libres. sí, me acogieron, me dijeron, sí, todo muy lindo, muy bonito, pero esos dibujitos los vas a tener que hacer en tu tiempo libre. Eso no va a estar reconocido en dentro de tu trabajo doctoral. Puis comme on sait que quand on fait une thèse doctorale, on a vraiment très peu, bien, j'imagine la même chose pour vous en maîtrise, très peu de temps libre, là, en tout cas pour faire une bande dessinée en même temps que sa thèse doctorale. Y seguramente a ustedes también les pasa lo mismo, pero cuando uno está haciendo una tesis doctoral tiene muy poco tiempo libre. Alors pour ça, je me suis dit, bon, c'est voué à l'échec. Puis d'ailleurs, c'est ce qui arrivait souvent dans ce département-là, c'est que quand les gens essayaient de faire leur thèse et un projet artistique, bien, le projet artistique en souffrait beaucoup au niveau de la qualité. Y justamente yo dije, esto no va a salir nunca. Y es lo que sucedía muy comúnmente en este departamento. Es decir, en cuando había un proceso artístico, creativo, no salía a la luz. Alors, c'est pour ça que moi, je suis partie, j'ai changé d'université, j'ai quitté l'anthropologie, puis je suis allée en éducation par les arts, là où j'étais entourée d'artistes-chercheurs, en fait. Y por eso dejé la antropología, me cambié de universidad y me fui a la educación a través del arte. Puis, donc, avec des professeurs qui faisaient de la recherche-création, avec d'autres, avec ben, j'allais dire des compatriotes, mais des camarades de classe qui faisaient leurs projets en différents projets artistiques avec une valeur sociale, mais en utilisant les arts. Y también trabajé con profesores que ya estaban haciendo investigación, creación, y con colegas y compañeros que estaban trabajando esta parte de las artes visuales. Mais pour être encore plus honnête, c'est pas pour rien que la version doctorale de la bande dessinée est traversée par 4 articles revus par les pairs qui ont été conduits par de la recherche traditionnelle. C'était comme un filet de sécurité parce que j'avais vraiment l'impression de me jeter dans le vide. Pero no es por nada que este trabajo también está apoyado por 4 artículos científicos que han sido revisados por sus pares. Es decir, era como mi malla de seguridad, mi protección, ¿no? Mais à la fin, je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin, en fait. Puis c'est ce que mon jury m'a dit, très intéressant, mais ces articles-là, en fait, on n'en avait pas besoin. Comme c'était vraiment par anxiété ou par peur de ne pas atteindre finalement une rigueur scientifique sans utiliser ce que je connaissais déjà, qui était la recherche plus conventionnelle. Y simplemente no necesité ese tipo de artículos. Incluso mi jurado me lo dijo. Esto me dijeron que yo no necesitaba los artículos que apoyen mi trabajo, pero fue parte de mi ansiedad y este rigor científico que yo quería sentir este apoyo, ¿no? Puis, de una manera tradicional de hacer la investigación. Oui, pardon. Puis je dirais juste en terminant que la recherche-création, du moins telle que reconnue par nos grands organismes en recherche au Canada, ne vise pas les mêmes objectifs de rigueur scientifique que la recherche qualitative, par exemple, plus conventionnelle. Sí, y también es importante mencionar que la investigación-creación, tal como está siendo reconocida en Canadá, no tiene los mismos objetivos que la investigación científica clásica. C'est comme on voit ici, par exemple, les critères qui sont souvent recensés, c'est la question de la transferabilidad, de la resonancia, de la identification, de la réflexion. Fait que ça permet finalement de... On n'essaye pas de faire comme les autres. T'sais, on n'utilise pas d'autres méthodes de recherche pour arriver au même résultat que les autres, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt de se compliquer la vie comme ça en allant chercher autrement. Porque la idea es ver estos criterios de validez que tienen que tener, como ya lo dijo, transferibilidad, resonancia, identificación y reflexión. Pero el objetivo no es tratar de hacer lo mismo que los demás para obtener los mismos resultados que los demás, sino hacer las cosas de una manera distinta. C'est ça.
et donc de mobiliser d'autres aspects de la personne, comme je disais un peu la résonance émotive, l'identification, même le corps, donc de faire honneur un petit peu à une vision plus globalisante de l'être humain qui fait de la recherche ou qui tente d'accéder à différents savoirs. La idea es movilizar otros aspectos, es decir, hacer jugar la resonancia emotiva, movilizar el cuerpo. Et là, je me suis perdue. Oui, c'est ça, mais qui, finalement, d'autres aspects de la personne qui font honneur un petit peu à une vision plus globalisante ou de l'humanité, de l'être humain. Sí, es movilizar otros aspectos de la propia persona para hacerle honor a una visión más globalizante del ser humano. Puis, peut-être juste dire, en cherchant, en utilisant d'autres récits méthodologiques, on en arrive à d'autres résultats, donc qui sont donc forcément, qui doivent être examinés sous différentes loupes de rigueur. T'sais. Ça, c'est difficile quand on est formé d'une façon, tout notre parcours académique, soudainement de comprendre que ça peut être autre chose, la recherche, qu'on peut chercher autrement. T'sais, c'est difficile de se dire... Sí, de lo que se trata es que tenemos herramientas metodológicas y tenemos herramientas metodológicas distintas que nos brindan una suerte de lupas, distintas lupas de rigor. Y es muy difícil cuando tenemos una formación de un cierto tipo determinada, es muy difícil tratar de saber que se puede hacer de otra manera el mismo tipo de investigación. Puis peut-être terminer en disant, s'il y avait beaucoup de scepticisme au départ au département d'anthropologie, pourtant dans mon jury doctoral, la moitié étaient des anthropologues d'Europe, du Canada, américains, d'autres étaient des artistes. Et j'ai quand même terminé avec la mention double exceptionnelle par ces mêmes personnes-là qui, à la base, ne croyaient pas du tout au potentiel du projet. Y tengo que mencionar también para terminar que había mucho escepticismo y yo pensé, por ejemplo, en mi jurado estuvo compuesto, la mitad de mi jurado eran antropólogos de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, y finalmente me dieron una nota doble excepcional por mi trabajo. Puis évidemment, je ne dis pas ça pour me vanter. Là. Je dis juste que des fois, quand on commence un projet, on a l'impression d'avoir tiré tout le monde, on a l'impression que c'est voué à l'échec, les gens n'y croient pas parce que ça n'a pas encore été fait. Mais souvent, une fois que c'est fait, bien, les gens, ce sont les mêmes qui vont être comme « wow », puis qui sont très contents d'après de dire. Et le département en question, maintenant, encourage la recherche-création. Y no es para mandarme la parte, pero simplemente es para explicarles que a veces hay oposición, a veces uno piensa que con esa manera de hacer no se va a llegar a nada, pero al final de todo el proceso, las mismas personas que no estaban favorables a esta manera de hacer, al final dijeron, wow, sí se puede y es excelente. Entonces ahora se ha abierto esta vía para otro tipo de investigación. Mm-hmm. Voilà. Merci. Si hay una unita más, a ver, Fabio, dale. Bueno, sí, o sea, he visto que, digamos, llegué un poco tarde a la exposición, pero por los ejemplos que vi en las imágenes, la investigación-creación estaba muy orientada a trabajo con poblaciones marginadas de alguna manera, ¿no? Poblaciones autóctonas en Canadá, sobre temas de memoria, violencia, etc. Me preguntaba si también esta metodología se puede utilizar para otros objetos de estudio, por así decirlo. Pienso, por ejemplo, en Laura Nader y su concepto de studying up, si se puede trabajar con grupos de poder o, no sé, científicos o otro tipo de interlocutores, ¿no? Sí. C'est une question très intéressante parce qu'effectivement, c'est vrai que souvent, c'est utilisé avec des populations qui n'ont pas nécessairement de représentation, donc des populations plus marginalisées, c'est vrai. Sí, justamente es una pregunta interesante porque a menudo esta metodología se utiliza con poblaciones marginalizadas que no tienen mucha representación. Mais, Pero, ce qui est cool, c'est qu'en fait, de plus en plus, c'est utilisé dans toutes sortes de disciplines, biologie, faire de la musique avec des électrons, avec le moléculaire, blablabla, avec toutes sortes de populations. Donc, il n'y a pas de limite, en fait. La recherche-création, ça réfère... Oh, attends un petit peu, je vais...
Sí, pero ahora se puede trabajar en todo tipo de investigación, en todo tipo de ámbito. Podemos hablar de la biología, de la música con electrones, y se puede aplicar a todo tipo de población. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, ben en fait, je ne me rappelle pas où je m'en allais avec ça, mais qu'est-ce qui est intéressant, justement, c'est de se dire que, oui, voilà, la recherche-création, le mot création ne réfère pas au terme ou bien à la catégorie des arts, des arts tels qu'on le conçoit, là, le dessin, la peinture, la danse, puis tout ça. On réfère à la création. Donc, dès que tu utilises un médium, une façon de faire de la recherche qui a mobilisé ta créativité, on peut parler de recherche-création. Lo que pasa es que cuando hablamos de investigación-creación, no solamente nos estamos refiriendo a las artes plásticas, al dibujo, el arte, la danza, sino a cualquier medio que moviliza la creatividad. C'est vraiment la question d'autres récits méthodologiques amènent à d'autres résultats de recherche. Donc, je pense que c'est même très intéressant de penser à l'appliquer à des populations qui ne sont peut-être pas celles qui sont normalement mobilisées par la recherche-création. C'est sûr que tu en arrives à des résultats de recherche différents. Sí, y justamente por eso es que usando otras metodologías se puede llegar a otros resultados de investigación con otros tipos de poblaciones distintos. Donc, j'encourage finalement d'ouvrir cette sphère-là a toutes sortes de sujets. Entonces los motivo a que se abran a cualquier otro tipo de tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la Embajada de Canadá que ha permitido este encuentro. Sí. Muchas gracias. Nada, ya les estaremos comunicando de otros eventos a través de los canales habituales. Muchas gracias. Gracias. Merci, je sais que souvent je disais beaucoup de... Por si acaso los que quieren verse conmigo nos quedamos